Avant d'aborder le chapitre assez volumineux de l'anthropologie, je vais faire une petite incise sur l'anatomie. Pourquoi la prééminence dans toutes les cultures, depuis la nuit des temps, dans le monde entier, de la main droite? Pourquoi cette suprématie à tous les âges de l'humanité, cette suprématie qui est à la fois qualitative, morale et spirituelle de la main droite? C'est la question que se posait au début du XXe siècle un sociologue très prometteur, malheureusement mort dans les tranchées en 1915, Robert Hertz, et qui appartenait à cette fabuleuse école française de sociologie. Je cite quelques noms, mais qu'on ne lit pas assez, auxquels on ne rend pas assez hommage. Évidemment Durkheim, Marcel Mauss, mais également Lévi-Brühl, pourtant que la postérité a maltraité. Alors pourquoi la prééminence de la main droite? Pourquoi la main droite lui vaut d'être associée à des qualités de noblesse, de rectitude, de pureté et d'adresse? Et pourquoi, inversement, l'infériorisation de la main gauche, elle aussi quasi universelle, qui lui a valu d'être diabolisée? Et cette diabolisation, on en voit les derniers feux jusque dans la première moitié du XXe siècle, où manifestement les gauchers étaient harcelés. Et la main du diable, c'est la main gauche. Alors pourquoi nos deux mains, dans les sociétés traditionnelles, s'opposent-elles en dignité? Alors que cet organe, qui est l'organe central, qui a permis le processus d'hominisation, puisque c'est l'outil, la main c'est l'outil. Alors pourquoi on a privilégié dans toutes les sociétés la main droite sur la main gauche? Alors la neurologie nous dit que cette dichotomie est potentiellement inscrite dans le système neuronal, dans le système nerveux. Mais la neurologie n'est pas d'un grand secours pour le sujet qui nous concerne, en l'occurrence l'anthropologie. Si au contraire on suit le raisonnement de cette école française de sociologie, Robert Hertz, Durkheim et les autres, on se rend compte que l'homme primitif, qui était un homme religieux, l'homme traditionnel, discriminait la droite et la gauche parce qu'il obéissait à un dualisme constitutif que reflétaient ses structures mentales. Ces structures mentales étaient très polarisées, c'est-à-dire qu'il découpait le réel entre le bien et le mal, le jour et la nuit, le féminin et le masculin. Et ce découpage s'est traduit par la discrimination du sacré et du profane. Et cette discrimination du sacré et du profane, c'est elle qui fonde le religieux. Le religieux se fonde là-dessus. Après, on la ritualise. Alors vous allez me dire, très bien, Monsieur Bousquet, mais pourquoi nous parler de la prééminence de la main droite? Il y a quand même assez loin entre la main droite et la droite politique, et pareillement pour la gauche. Mais en êtes-vous si sûr? N'y aurait-il pas au contraire un lien de cause à effet direct entre la prévalence à droite dans les sociétés traditionnelles, qui étaient dominées par deux choses principalement, le fait religieux et le fait communautaire, et la prévalence à gauche dans les sociétés modernes, donc les nôtres, sécularisées et individualistes? Et ne perdez pas de vue cette chose qu'on a fini par oublier tellement la droite et la gauche pour nous sont saturées de sens. Au départ, en 1789, la droite et la gauche, ça ne sont jamais que des indicateurs spatiaux, comme ma main droite et ma main gauche. Et rappelez-vous, donc en 89, lors de la dispute autour du veto royal, ce qu'on va appeler les royalistes, en l'occurrence donc la noblesse et le haut clergé, vont se placer à la droite du président de la Constituante. Et en fait, ils obéissaient à l'ordre de préséance de l'Ancien Régime qui réservait les places d'honneur à droite. On en revient à la discrimination de la droite et de la gauche, là en l'occurrence des mains. Et ainsi naissaient, donc il y a 2 siècles et demi quasiment, la droite et la gauche, deux concepts qui allaient s'universaliser, parce que ces deux concepts se sont universalisés, on le retrouve dans toutes les cultures démocratiques. Donc ça veut dire que ça répond à une demande profonde de l'opinion publique au niveau mondial, cette discrimination de la droite et de la gauche. Alors pourquoi à partir de cet acte qui est en apparence, cet acte fondateur qui est en apparence et seulement en apparence anodin, eh bien c'est le sujet de mon intervention. Et je m'autorise à retourner l'énoncé du sociologue que je citais, Robert Hertz. Pourquoi, à contrario, la prééminence de la gauche politique, s'est-elle imposée au détriment de la droite et dans les mêmes termes que le dualisme primitif entre ma main gauche et ma main droite? Pourquoi tout ce qui est situé politiquement à gauche a-t-il été valorisé au point de devenir synonyme de progrès social, de justice, de générosité? Et à contrario, pourquoi tout ce qui est à droite politiquement a été dévalorisé, associé au repli sur soi? Enfin, vous connaissez les rengaines. Et quand je parle de dévalorisation, en fait, il faut parler de diabolisation pour la droite. Et de nouveau, dans les mêmes termes qui ont valu aux gauchers d'être ostracisés dans les sociétés traditionnelles. Et c'est si vrai que la gauche, à notre différence à nous, gens de droite, la gauche a surinvesti ce clivage, exactement comme le profane et le sacré dans les sociétés traditionnelles. C'est-à-dire qu'elle a dressé un mur de séparation entre elle et le diable, nous en l'occurrence. Et la droite, c'est forcément Mr. Hyde, c'est forcément le salaud sartrien.
c'est forcément la bêtise galonnée, c'est forcément le gros capital, quoi. Un objet d'antiquité et de mépris où on a longtemps trouvé que des poux et des soutanes, hein, parce que l'anticléricalisme a été, je vais en parler, a structuré la mentalité de la gauche. Hein. Alors pourquoi, dans un cas, privilégier la latéralisation d'un côté et dans l'autre, une latéralisation opposée? Eh bien, parce que ce qui était valorisé dans les sociétés traditionnelles, donc les sociétés qui nous ont immédiatement précédés, dans les sociétés prémodernes, eh bien, c'était ce qu'on pourrait appeler, quitte à m'exposer aux foudres des historiens, une anthropologie de droite, hein, c'est-à-dire essentiellement religieuse et communautaire. Hein. Et cette anthropologie s'est trouvée destituée dans les sociétés modernes individualistes, hein, qui ont désenchanté le religieux et qui ont détricoté le communautaire. Hein. Ou pour le dire autrement, c'est parce que la politique s'est dissociée de sa matrice traditionnelle qu'elle a élu domicile à gauche. Hein. La droite restant assignée à la droite du Père, hein, car nous ne vont dans le royaume des cieux, chez les chrétiens, que ceux qui sont à la droite du Père. Donc ça, c'est la vision de l'Ancien Monde. Et à ce stade, on peut donc poser la quasi-universalité, de la prééminence de la main droite dans les sociétés prédémocratiques, hein, et la quasi-universalité de la prééminence de la gauche dans les sociétés modernes, sécularisées, où prévalent le contractualisme et l'individualisme. Mais en disant cela, est-ce qu'on a avancé dans la définition du contenu, qui est très problématique, de la droite et de la gauche? Oui, je le crois, et je vais y revenir longuement, puisque la césure qui est vraiment déterminante en 1789, c'est le passage de sociétés traditionnelles à des sociétés modernes. Alors au préalable, il faut dire un mot sur la difficulté de mon sujet. Donc vous avez vu, anthropologie de droite, hein. Et la droite et la gauche, au fond, c'est comme le mot de Saint-Augustin que cite régulièrement, fréquemment Jacques Julliard, qui est un grand historien des gauches. Hein. Et Julliard rappelle le mot de Saint-Augustin dans les Confessions, où Saint-Augustin consacre un long chapitre génial au temps. Et Saint-Augustin disait, quand on ne me demande pas de définir le temps, je sais ce qu'est le temps. Mais dès lors qu'on me demande de définir le temps, je ne sais pas le définir. Eh bien, le clivage droite-gauche, c'est un peu la même chose. Hein. Personne n'a été capable jusqu'à ce jour d'en donner une définition consensuelle, rigoureuse et scientifique, hein, unanimement reconnue. D'où la difficulté de mon intervention. Alors comment appréhender le clivage droite-gauche? En réalité, il y a 3 méthodes, hein, qui ont été éprouvées depuis 100 ans en fait. Hein. Il y a 3 méthodes qui nous permettent de l'appréhender et de délimiter les contours de notre sujet. La première, c'est de recourir à une grille d'analyse fonctionnelle, ou pour parler savamment, fonctionnaliste, hein, c'est-à-dire instrumentale. Hein. Le clivage droite-gauche, hein, qu'on retrouve dans toutes les démocraties, s'expliquerait par la logique interne au processus de délibération démocratique, précisément. C'est-à-dire qu'il serait structurellement, qui serait objectivement inscrit dans la nature même de la démocratie, qui est une nature conflictuelle, puisqu'elle met aux prises au moins 2 adversaires symétriques. Hein. Et de ce point de vue, Ortega y Gasset, qui était le grand auteur espagnol de La révolte des masses dans les années 30, hein, sa phrase, je vous la cite, hein, est juste. Être de droite ou de gauche, c'est reconnaître une forme d'hémiplégie, disait Ortega y Gasset, qui était un libéral de droite, un conservateur de droite pour autant. Mais est-ce que cette forme d'hémiplégie, donc la droite et la gauche, n'est-elle pas inscrite dans la forme démocratie? Les sociétés, vous savez que les sociétés d'Ancien Régime se mettaient en scène à travers une symbolique organique, ce qu'on appelle en sciences politiques l'organicisme. Hein. C'est-à-dire que le corps politique, la nation, ce qui n'était pas encore la nation, se reflétait à travers le corps du roi, et réciproquement. Mais avec la mort du roi, il y a une rupture dans les processus d'identification, il y a une rupture dans l'ordre symbolique. Hein. Alors dès lors qu'il n'y a plus d'identification avec le roi, la démocratie a recouru à une autre forme d'identification. Et cette forme, elle est procédurale. Donc c'est pour ça que je parlais de fonctionnalisme. C'est le dualisme démocratique. Hein. Grand pourvoyeur d'identité, et d'identité d'autant plus forte, d'autant plus clivante, qu'en dernière analyse, elle se ramène à 2 termes, la droite et la gauche, l'opposition et la majorité, qui permettent de cristalliser les représentations individuelles. C'est ce qui fait que la thèse à éléments, quelques-uns la partagent, mais pas ce qui me concerne, que la thèse du dépassement droite-gauche se heurte au fonctionnement même de la démocratie. En France en particulier, où la nature du scrutin présidentiel met en vis-à-vis au 2e tour 2 candidats, et non pas 3, non pas 4, 2 seulement. Donc on retombe toujours sur la droite et la gauche, où la majorité et l'opposition. Donc la démocratie ne peut pas se passer de ce clivage, parce que ce clivage la constitue et l'organise. Alors ça, c'est la première vision qu'on retrouve chez beaucoup d'historiens. Marcel Gaucher, en particulier, qui a consacré un article génial dans les lieux de mémoire sur cette interprétation du clivage. Hein. L'autre manière qui est la plus courante, hein,
c'est d'appréhender le sujet, donc droite-gauche, c'est en faire une lecture historique, ou le terme savant, c'est historiciste, en fait. C'est-à-dire de réduire le clivage droite-gauche à son contexte historique, donc d'en relativiser d'une manière ou d'une autre la portée. Alors non sans raison, les historiens font valoir que le contenu de la droite et de la gauche ne s'est jamais stabilisé en 2 siècles. Il a toujours été flottant, ce contenu. Il y a eu beaucoup de nombreux chassés croisés de l'un à l'autre. Prenons le cas du nationalisme. À la fin du XVIIIe siècle, le nationalisme est clairement situé à gauche. Or, un siècle plus tard, il est manifestement ancré à droite. Et ce qu'on n'appelait pas au XIXe siècle le régionalisme, ou ce qu'on n'appelait pas non plus l'écologie, a fait le chemin en sens inverse. Il est passé de la droite, qu'on retrouve chez les légitimistes, une lecture qui est pré-écologique, il est passé de la droite à la gauche. Mais on dit cela, est-ce que ça retire de la pertinence au clivage droite-gauche? Je ne le crois pas, puisque de toute évidence, on ne conçoit pas la nation, le fédéralisme, l'écologie de la même manière, suivant qu'on est à droite ou à gauche dans l'échiquier politique. Les soldats qui à Valmy, en 1792, criaient la nation, vive la nation, ne sont pas les mêmes qui, un siècle plus tard, vont crier vive la nation, mais à droite. C'est manifestement pas du tout les mêmes. Et pour cause, la nation à gauche se confond avec la République, qui a vocation à s'universaliser, et à droite, la nation, en l'occurrence le peuple, préexiste à sa condition politique. Le peuple, c'est une communauté de culture, de mœurs, d'origine, qui est antérieure à la constitution politique du peuple. Donc ça, c'est la première remarque sur les fluctuations du contenu, qui est problématique. Seconde remarque, et toujours dans cette approche historiciste, qui est partagée, je le répète, par la plupart des historiens, c'est la question de la pluralité des droites. Il y a toujours eu des droites, comme il y a des gauches. Et ces droites peuvent apparaître, et sont apparues comme antagonistes, les unes par rapport aux autres. Au XIXe siècle, je reprends les catégories de Raymond, il y avait des légitimistes, des bonapartistes et des orléanistes. Aujourd'hui, en 2017, il y a manifestement des libéraux qui regardent vers Macron, il y a des conservateurs et il y a des populistes. Qu'est-ce qui rapproche le conservateur du populiste, sachant que, si on veut bien admettre que la tentation du conservatisme, c'est quoi? C'est de jouer les élites contre le peuple, et celle du populisme, c'est plutôt l'inverse, de jouer le peuple contre les élites. Même objection entre les conservateurs et les réactionnaires. Un conservateur, pour parler savamment, c'est quelqu'un qui veut maintenir le statu quo, c'est-à-dire qui veut maintenir l'ordre des choses telles qu'elles sont. Un réactionnaire, c'est celui qui veut maintenir le statu quo ante, di ante, c'est le statu quo antérieur, c'est-à-dire le monde tel qu'il l'était, tel qu'il n'est plus, qu'ont-ils en commun, ces deux hommes. Même objection entre les conservateurs et les libéraux. Le conservateur, il en appelle à la règle prudentielle depuis Aristote, qui veut qu'on regarde à 2 fois quand il s'agit de remettre en cause l'ordre naturel des choses. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le principe de précaution. Pour le libéral, cette objection du principe de précaution ne tient pas, puisque c'est une entrave à la liberté d'entreprendre. Et peu importe le nom qu'on donne à cette entrave. Soit on adopte la lecture d'Hayek, qui est intéressante. Hayek pensait, donc père du néolibéralisme, qu'il y avait un ordre spontané. C'est-à-dire que dans chaque société où se présente un désordre, l'ordre spontané finit par le résorber. Mais le monde dans lequel on est dominé, pardonnez-moi de faire des citations, c'est celui qu'a décrit Joseph Schumpeter, c'est celui de la destruction créatrice. Mais c'est la même chose, en fait. C'est qu'en fait, on détruit l'ancien monde pour créer du nouveau, de la richesse dans le nouveau. Et troisième et dernière incise sur cette approche historiciste, c'est la question qui a été évoquée du centre, en l'occurrence Macron. Le centre, de fait, neutralise en apparence, seulement en apparence, la virulence de l'opposition droite-gauche. Pourquoi pas? Mais à cette objection, on peut faire valoir que le centre n'est jamais qu'une illusion d'optique. Comme ça a été souligné, le centre demeure une émanation de l'esprit des Lumières. Et j'en veux pour preuve que la Troisième République, elle a été la République du centre, c'est comme ça qu'on l'appelait, c'est un centre-gauche. Cette Troisième République, fille du progrès, se coaguler, se coaliser dans l'anticléricalisme, qui était la grande figure qui a permis à cette société, idée de gauche s'il en est, qui a permis à cette société de tenir. Et de la même manière, aujourd'hui, notre monde, celui de Macron, se coalise, se coagule à travers l'antiracisme, à travers la diversité, autre idée de gauche. Alors j'ai dit au début qu'il y avait 3 manières d'appréhender le contenu du clivage droite-gauche. On en a vu 2, brièvement, le fonctionnalisme, l'historicisme, et il y en a une 3e. Et je crois que c'est celle qui nous réunit aujourd'hui dans cette salle, puisque nous nous reconnaissons de droite, nous nous revendiquons de droite, et une droite qui serait de droite.
Et cette troisième grille de lecture, c'est l'essentialisme. Donc c'est évidemment la plus problématique. Et elle nous oblige à partir à la recherche de cette essence, de cette quintessence de ce que pourrait être la droite et la gauche. Et c'est le parti pris de mon intervention. Et je prends bien soin de dire au préalable que c'est un parti pris, c'est-à-dire que c'est un biais. Je ne prétends pas avoir la vérité définitive de la droite et de la gauche. Car aucune de ces trois grilles de lecture, donc historiciste, fonctionnaliste et essentialiste, qui est la mienne, ne détient la vérité, ou elle la détient qu'en partie. Et en bout d'analyse, donc à la fin, et on sera tous frustrés, en bout d'analyse, on n'aura toujours pas défini la droite et la gauche, de manière scientifique. C'est-à-dire que, pas plus que Saint-Augustin n'est parvenu à définir le temps. Pour autant, il avait une expérience existentielle quotidienne du temps, comme nous avons une expérience existentielle quotidienne du clivage droite-gauche. D'où, je le répète, la difficulté de l'intervention. Alors bien sûr, je sais qu'il n'y a pas de droite chimiquement pure, politiquement pure, que je ne vais jamais trouver l'idée platonicienne ou l'archétype jungien de la droite, j'en ai conscience. Pour autant, n'y a-t-il pas une, sinon plusieurs, dénominations communes aux droites? Pour autant, n'y a-t-il pas un ou plusieurs principes communs aux droites qui justifieraient le passage du pluriel, les droites, la pluralité des droites, au singulier, la droite, et qui permettrait de dégager une anthropologie de l'homme de droite, qui serait porteuse d'une vision spécifique du monde. Cette vision-là serait donc la nôtre. Alors je le crois. Je crois en tout cas qu'il faut en faire le pari, puisque droite et gauche ne sont pas seulement des catégories de l'entendement politique, ni des catégories instrumentales, mais des catégories primordiales, c'est-à-dire fondatrices de notre identité, et qu'elles constituent, à défaut d'être des essences, des invariants, qui structure l'imaginaire collectif des peuples. Bref, qu'il y a un socle anthropologique avec des valeurs de référence qui sont des valeurs dites de droite. Et donc nous voici donc à la lisière de l'histoire des mentalités, des représentations et des croyances. Donc on élargit le spectre. De toutes les formules qui circulent, et Dieu sait s'il y en a, sur ce qu'est la droite et la gauche en termes de contenu, ma préférée, c'est celle d'André Frossard, qui est mort il y a 20 ou 30 ans, qui était l'ancien billetiste du Figaro, juif converti au catholicisme, et qui avait un génie de la formule sidérant. Et il disait, Frossard, la chose suivante: le malheur, c'est que la gauche ne croit pas au péché originel, il était chrétien, le malheur, c'est que la gauche ne croit pas au péché originel, et que la droite ne croit pas à la rédemption. Par là, il fondait l'opposition optimisme et pessimisme, qui divise le champ politique. Et le sujet, moi, dont je vais vous parler, c'est le péché originel, c'est-à-dire la possibilité du mal, ou en tout cas la responsabilité de l'homme face à la question du mal. Et ne croyez pas que cette question-là n'est survenue en Europe qu'à partir de la conversion de Constantin, ou pour nous Français, du baptême de Clovis. Cette opposition, cette idée du péché originel, vous la retrouvez de manière anthropologique, certes, mais elle est présente chez Platon. Chez Platon, prend soin de dire « les dieux ne sont pas responsables ». Sous-entendu, la responsabilité est à chercher dans l'homme. Il y a une école de pensée de l'Antiquité où cette question est omniprésente, c'est les stoïciens. Donc en réalité, elle structure l'imaginaire européen, cette question du mal. Et si cette idée du péché originel, citée par Frossard, est si importante, à droite, c'est qu'elle fonde le réalisme sans illusion de l'homme de droite, son pessimisme anthropologique. Et vous savez combien il y a parmi nous de Cassandre, et combien chacun d'entre nous sommes parfois menacés de basculer dans la tentation de devenir des Cassandres. Et alors que l'optimisme et le panglosisme se répartissent à parts égales à gauche et chez les libéraux. Alors je ne vais pas dresser une typologie de l'homme de droite, je me permets de vous renvoyer vers les travaux d'Alain de Benoît, parce que ce n'est pas mon sujet, la typologie de l'homme de droite, là. De Benoît n'a jamais abordé dans un livre en particulier la droite, mais dans plein de livres et dans les éditos de la revue Éléments, et c'est ce qu'on a écrit de plus puissant, à mon sens, sur la typologie du tempérament, parce que de Benoît parle du tempérament de l'homme de droite. Mais l'anthropologie, c'est autre chose. Le tempérament, c'est de la psychologie. L'anthropologie, au sens fort du terme, ça renvoie à la métaphysique, du moins chez l'homme de droite, puisque c'est autour de la métaphysique que s'articule la vision des choses de cet homme de droite. Et donc, je vais m'arrêter sur quelques points qui me semblent importants. Il y en a bien d'autres. À droite prévaut une idée qui me semble essentielle, c'est celle de la suprématie des communautés naturelles sur l'individualisme. Donc, primauté du tout sur les partis et non pas l'inverse. Si vous voulez, dans un cas à droite, la société s'impose aux individus. Dans l'autre, à gauche, c'est l'individu de l'individualisme, parce que nous sommes des individus, mais pas individualistes, impose ses vues à la société. Dans un cas, on est débiteur, à droite, c'est-à-dire qu'on est porteur de devoirs,
tenus par des devoirs, ou pour citer Marcel Mauss, que j'ai déjà évoqué, cette école française de sociologie. Mauss est le grand théoricien du don et du contre-don dans les sociétés traditionnelles, et Mauss disait toujours, dans ces sociétés-là, on n'est jamais quitte. Nous ne sommes jamais quittes. Donc nous sommes des êtres, nous naissons avec nous sommes des êtres profondément débiteurs. Alors que dans les sociétés individualistes, la nôtre, on est avec un capital et un catalogue, au fond, de droits à faire valoir dès la naissance. On n'est plus l'obligé de la société, c'est la société qui est notre obligé. Et de ce point de vue, et au risque de m'exposer à ce péché d'anachronisme qui me guette depuis le début, puisque j'élargis la catégorie droite-gauche à une période historique où elle n'avait pas lieu d'être, est-ce que toutes les sociétés traditionnelles, donc celles qui précèdent la communauté politique qui s'est créée en 1789, est-ce que toutes ces sociétés-là ne sont pas anthropologiquement de droite? C'est la question que je soulève. Ou pour recourir au langage de l'ethnologie, encore un mot savant, pardonnez-moi, mais il est important, ces sociétés-là sont dites holistiques, du grec holos, H-O-L-O-S, et ce mot veut dire le tout, la totalité, l'ensemble. C'est-à-dire que dans ces sociétés traditionnelles, tous les éléments du corps social étaient indivisibles et solidaires les uns avec les autres. Ce qui est vraiment, je le concède, ce qui peut être asphyxiant. À l'opposé des sociétés individualistes, où le tout, la totalité, est constitué par l'individu et l'individu seul. Ce qui a pour conséquence que les éléments du corps social sont désunis et atomisés. Et avec le risque, là, pour le coup, de ne pas être asphyxié, mais d'être anéanti. Pareillement, le rapport au réel change du tout au tout quand on passe de la gauche à la droite. On n'ira pas jusqu'à dire, toujours péché d'anachronisme, que la droite et la gauche rejouent la querelle, vous savez, l'ancienne querelle médiévale des universaux, entre des tenants du réalisme et les tenants du nominalisme. C'était une querelle qui portait sur la nature des idées. Et il s'agissait de savoir, de déterminer s'il y avait quelque chose derrière les idées contingentes et particulières, s'il y a derrière l'idée de Thèbes, de cheval, une idée abstraite de chevalinité. Je ne suis pas très clair, mais ce que je veux dire par là, c'est que la philosophie médiévale s'interrogeait pour savoir s'il y avait des essences derrière les choses. Donc là encore, c'est le péché d'anachronisme, il ne faut pas que je m'y aventure trop loin, et d'autant que chez nous, la querelle porte sur la nature de la réalité. Pour la gauche, quelle qu'elle soit, marxiste, constructiviste, utopiste, le réel est une construction pour eux. C'est une construction qui est orientée par un rapport biaisé. Ce rapport biaisé, c'est un rapport de classe. C'est-à-dire qu'il est imposé par les dominants, nous, par exemple, aux dominés, qui l'ont intériorisé, ce qui fait d'eux des sujets aliénés. Et c'est ce que Marx appelle l'idéologie. Et chez Marx, l'idéologie, ça n'est jamais que la religion, l'opium du peuple. Je me dépêche parce qu'on est pris par le temps. Autre pomme de discorde, qui est importante, la question du mal. La droite et la gauche réagissent différemment face à l'existence du mal. La gauche le recherche dans la société, la droite dans l'homme. On retombe sur le péché originel. La gauche pense pouvoir l'extirper, le mal, au besoin par la violence, l'expropriation, etc. La droite pense qu'il est indélogeable, cette question du mal. Et c'est Rousseau, une fois de plus, qui opère le grand renversement copernicien. Rappelez-vous, le début du contrat social de Rousseau, c'est l'homme n'est libre et partout il est dans les fers. Rousseau fait partie de ces très rares personnages médiumniques. Il y en a très peu dans l'histoire, donc à sa manière géniale, et en tout cas prophétique. Et il annonce les siècles à venir, puisqu'il invente, Rousseau, la victimologie. Il invente l'hypersensibilité, l'hypersensiblerie contemporaine, dont on est inondé aujourd'hui. Et il est médiumnique, Rousseau aussi, parce qu'il n'a aucune conscience de la portée de ce qu'il dit. Pareil, il est comme un somnambule, au fond. Il croit défendre l'homme moral, or en déchargeant l'homme pour accabler la société, il invente l'homme amoral, l'homme qui n'est plus responsable du mal qu'il fait, puisque c'est la société qui en est la cause. Dernier point, le plus important, c'est le phénomène religieux. Je crois que nous ne savons plus ce que signifie la religion, même nous, gens de droite. C'est qu'on s'est laissé aveugler et totalement intoxiqué par la thèse de Marcel Gauchet, qui veut que le christianisme soit la religion, la sortie de la religion. Je crois qu'on est complètement enfumé par cette thèse, parce qu'il y a le désenchantement, le travail de rationalisation, etc., de démystification. Mais bon, très bien cette thèse, mais elle se heurte, cette thèse, à sa principale objection, c'est la persistance du religieux dans les sociétés. Le religieux n'est pas mort. Et ça contredit le postulat fondamental de la modernité comme processus de sécularisation. Et sur cette question religieuse, l'homme de droite serait mieux avisé, me semble-t-il, de lire le grand homme de gauche que j'ai déjà cité, Émile Durkheim. Durkheim, son génie, c'est d'avoir montré que si les religions, au pluriel, passent et trépassent, ce qu'il appelait la religion, lui, ce que nous appelons le religieux, perdure.
Et la sociologie, en ses débuts, donc là on a la croisée du 19e et du 20e, la sociologie qui était une idée progressiste, nourrie du positivisme, s'est heurtée à cette persistance du religieux. C'est un mystère pour elle. Le religieux aurait dû disparaître. Et elle s'est rendue compte que non, le religieux avait perduré. Pourquoi ? Parce que sans religieux, les sociétés se délient, basculent dans ce que Durkheim appelait l'anomie, c'est-à-dire des situations de détresse dans lesquelles la dissolution du lien social, la perte des valeurs, la perte du sens de la vie, plonge les hommes dans des formes de déréliction. Un dernier mot, on a souvent dit de la droite que c'était le parti de l'ordre et la gauche du mouvement. Pourquoi pas, après tout, il n'y a rien d'infamant à cela. Mais il faut bien s'entendre derrière ce qu'on met, derrière ce mot d'ordre. S'il s'agit de caporalisme, le premier imbécile venu de gauche se mettra autant en garde à vous que le premier imbécile venu de droite devant des contrefaçons et des parodies d'autorité. Non, le seul ordre susceptible auquel, je crois, nous sommes attachés, c'est celui qui faisait dire à Goethe, je cite Goethe, c'est un mot célèbre, « Je suis ainsi fait, j'aime mieux commettre une injustice que de souffrir le désordre ». Et c'était pour Goethe une manière de conjurer le spectre du chaos, du désordre et de la mort. J'ai parlé du christianisme, je vais parler des Grecs. Que font les Grecs quand ils sont devenus Grecs il y a 2500 ans, il y a 3000 ans ? Eh bien, ils révoquent, ils rejettent dans les ténèbres extérieures les titans. Les titans, c'est des figures monstrueuses, souterraines, obscures. Et ils créent une cosmogonie. Et pourquoi ils créent une cosmogonie ? Pour célébrer le bel ordre du monde. C'est le mot des Grecs, le bel ordre du monde. Et le temps des hommes et des dieux peut advenir sur ce bel ordre du monde. Et certes, nous ne retrouverons pas, nous, Européens, l'innocence matinale des Grecs. Certes, le sentiment épique de la vie qui les animait nous est malheureusement étranger. Mais je crois qu'on peut encore leur emprunter cet héroïsme tragique, qui fonde, je crois, un ethos vraiment de droite, l'héroïsme tragique, qui a rendu les Grecs à nul autre pareil, et qui est le fond, je crois, de l'âme européenne. Merci de votre attention.